La nouvelle zone industrielle de PK24 de 50 hectares située sur l'autoroute du Nord sera viabilisée. C'est la plus grande zone industrielle de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a lancé aujourd'hui même les travaux de cette zone. L'axe Abobo à Niamey, bientôt ouvert à la circulation. La voie baptisée Mohamed VI sera inaugurée ce samedi par le président Ouattara. Coût des travaux, plus de 8 milliards de francs CFA. Et puis, première édition du Festival international du reggae d'Abidjan dénommé Abi Reggae, musique et connaissances unissent pour faire vibrer la capitale économique ivoirienne. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président Ouattara était ici même ce soir à la RTI. Il effectuait une visite surprise dans nos locaux, suivant ensemble les étapes de la visite du numéro 1 ivoirien avec Hamza Diaby. Certains l'appelleront visite surprise, d'autres diront visite de courtoisie ou une visite tout court. Mais peu importe l'appellation, le personnel de la RTI, lui, n'oubliera jamais cette visite inattendue du chef de l'État. Ce jeudi soir, le président Alassane Ouattara, accompagné d'Afoussiata Bambalamine, visitait les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Je suis venu voir les conditions de travail des agents. La RTI est maintenant l'une des meilleures télévisions sur le continent. Un très bon rating et évidemment une télévision aussi qui se finance largement. Il y a eu des investissements et je veux maintenant m'assurer que les choses continuent de s'améliorer et voir aussi les conditions de travail des agents pour voir comment nous pouvons les améliorer. Voilà, c'est le but de cette visite. J'en ferai dans quasiment tous les établissements publics. Puis il repart satisfait, surtout fier de la télévision nationale pour tout le travail et le professionnalisme d'une équipe qui a à sa tête Amadou Bakayoko, un directeur général dont les ambitions sont grandes pour la chaîne. Lancement des travaux de viabilisation de 50 hectares situés au PK24 sur l'autoroute du Nord. Ce site est choisi pour abriter la nouvelle zone industrielle du district d'Abidjan. La nouvelle zone industrielle de PK24 sera la plus grande zone industrielle de la Côte d'Ivoire. Elle est à cheval sur 3 villages. Le reportage de Christelle Menant. 940 hectares de superficie annoncés pour ce qui devrait être la plus grande zone industrielle de Côte d'Ivoire. Elle vient en renfort des zones industrielles de Yopougon, Vridi et Koumassi, actuellement saturées, et sera implantée au niveau du PK24 sur l'autoroute du Nord. Les travaux d'aménagement occuperont premièrement une parcelle de 50 hectares afin de satisfaire urgemment la demande pressante en terrain industriel des opérateurs économiques. Il s'agit surtout de faire face aux nombreuses demandes de terrains industriels en attente et de contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur productif par la consolidation de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, déjà en nette amélioration. Cette nouvelle zone permettra la cohabitation d'activités professionnelles et extra-professionnelles, des services publics et prestations privées pour l'épanouissement du secteur industriel. Cette première parcelle devrait être livrée dans 11 mois. Le lancement des travaux s'est effectué ce 9 avril en présence du Premier ministre, du ministre de l'Industrie et des Mines et de celui de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Une collaboration interministérielle incluant le BNET en faveur du développement des zones industrielles en Côte d'Ivoire. C'est une des priorités du Plan national de développement 2012-2015. Le secteur industriel est appelé à jouer un rôle majeur en tant que source de croissance, de création d'emplois et de levier pour le développement des autres secteurs économiques par l'effet d'entraînement. C'est pour ça que le gouvernement s'est fixé pour objectif de faire accroître significativement la contribution du secteur industriel au produit intérieur brut et dans les exportations. Pour atteindre ce but, la disponibilité de terrains urbains en qualité et en quantité suffisante est une priorité. La nouvelle zone industrielle de PK24, où d'occuper jeudi d'une superficie de près de 940 hectares, sera la plus grande des zones industrielles de Côte d'Ivoire et va contribuer à accroître l'offre en matière de terrain industriel. La nouvelle zone industrielle de PK24 autoroute du Nord fait suite à la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon entamée en décembre dernier. Son aménagement se fera par tranche de 200 hectares. La première tranche fait l'objet pour son financement d'un partenariat public-privé. La part de l'État de Côte d'Ivoire, évaluée à 22 milliards de francs CFA, couvre les infrastructures primaires d'accès à l'ensemble du site. Le ministère de l'Industrie et des Mines annonce déjà la création et la restauration d'autres zones industrielles à l'intérieur du pays.
Tout un programme à la charge de la nouvelle agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, AGEDI. La création de cette agence ainsi que celle du Fonds de développement des infrastructures industrielles sont autant de réformes entreprises pour faire passer de 25 à 40% la part du secteur industriel dans le produit intérieur brut ivoirien. Le Fonds saoudien pour le développement propose un mode de financement par le biais des banques locales, une proposition du directeur général marketing et information du Fonds Sahel Al-Haddad. C'était au cours d'une réunion de présentation du programme saoudien d'exportation avec les banques établies en Côte d'Ivoire au Sahara. Noël Nyonyo. Financer de façon durable le secteur agricole. Une nouvelle opportunité s'ouvre. La contribution du secteur privé. Au-delà des circuits traditionnels que nous connaissons en matière de financement, souhaiter que nous puissions, en relation avec le secteur banquier, avec bien sûr l'appui du ministre de l'économie et des finances, qu'ils puissent développer des relations qui nous vont déboucher sur la contribution du Fonds saoudien au financement du secteur agricole dans notre pays. Voilà qui explique la présence des ministres de l'Agriculture, de l'économie et des finances et d'un parterre de banquiers, de financiers et d'hommes d'affaires du secteur de l'agriculture de Côte d'Ivoire à la cérémonie de présentation du Fonds saoudien de développement. L'innovation majeure ici, c'est qu'au-delà de son cadre traditionnel d'intervention au profit des États, le programme s'ouvre désormais au secteur privé. Ça permet aux banques en fait de bénéficier de différentes lignes de crédit auprès du Fonds saoudien. Et ces lignes de crédit sont adressées aux PME et aux PME agricoles. Madame Kaba Nialé, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, s'est félicité de l'élargissement des financements du fonds. Si nous voulons poursuivre donc les investissements au-delà des investissements publics, il est important que les producteurs ivoiriens eux-mêmes s'équipent suffisamment. C'est l'opportunité qui nous est donnée. Nous allons continuer de travailler avec les banques, avec le ministère et avec le Fonds saoudien pour voir comment intéresser, intégrer et rendre cet instrument disponible à l'ensemble de nos producteurs. Le Fonds saoudien de développement a déjà financé 4 projets en Côte d'Ivoire dans les secteurs des infrastructures routières et de l'éducation pour un montant de plus de 26 milliards de francs CFA. La recherche agronomique en Côte d'Ivoire contribue-t-elle au développement agricole? Oui, si l'on se fie au constat de notre équipe de reportage. Mais comment? La réponse dans ce reportage. Retour à la terre pour Landry Ntapoku, un ancien chômeur après plusieurs années de galère à Abidjan. Il hérite au village de Moyouagui, à environ 25 km d'Azopé, d'une plantation de cacao de son défunt père et connaît des débuts difficiles liés à son inexpérience. Mais depuis qu'il utilise de nouvelles variétés de plants, son nouveau métier lui sourit. Au départ, je ne gagnais rien du tout. Je travaillais beaucoup, mais à la fin, si j'ai trop eu, c'était peut-être 30 kg, 60 kg par an. Mais avec les nouveaux plants là, aujourd'hui, je crois que ça va. L'année passée, j'ai pu avoir 925 kg. Cette année, en pleine campagne aujourd'hui, j'ai 1 tonne 23 kg. Albert Kwaku Kanga, lui, est producteur de bananes plantains à Azagui. Grâce à l'assistance conjuguée du FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, et du CNRA, Centre national de recherche agronomique, il s'est spécialisé dans la production des rejets de bananes plantains. Une spécialité qui lui permet d'approvisionner le marché durant toute l'année. Et surtout, de se frotter les mains en contre-saison. À partir du mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, jusqu'en février-mars, nous avons assez de bananes sur le marché. Dans ce moment, moi, ma production diminue. Et je rentre en production dans le mois de mai, c'est-à-dire plus contre saison. Mai, juin, juillet, août, j'ai la banane en abondance. Ces deux exemples témoignent des avancées de la Côte d'Ivoire ces dernières années en matière de recherche agricole. Comme fruit de cette recherche agronomique, l'on pourrait citer entre autres le manioc Koboku avec un rendement de 30 tonnes l'hectare, le café 1 an qui fait 4 tonnes l'hectare sur 1 an et le cacao Mercedes auquel la Côte d'Ivoire doit sa production record de 1 700 000 tonnes en 2014. Toutes ces variétés ont été mises au point par le Centre national de recherche agronomique, CNRA. Nous travaillons sur près de 20 programmes de recherche, mais sur toutes les spéculations qui sont produites en Côte d'Ivoire. Depuis les cultures vivrières, riz, maïs, sorgho, même de l'igname, jusqu'au café, cacao, EVA, coton, anacarde, toute l'activité du CNRA
que nous menons aujourd'hui est au service du développement de la Côte d'Ivoire. Toutes ces initiatives augurent de lendemain meilleur pour l'agriculture ivoirienne. De quoi faire dire à certains experts que le succès de l'agriculture repose sur les résultats de la recherche agronomique. Le pôle pêche et aquaculture, ce pôle présente à cette grande messe du Sahara tout ce que la Côte d'Ivoire regorge de succès en matière de ressources halieutiques. L'état des lieux avec Francis Boifo. Si le café, le cacao, l'EVA et l'anacarde font de la Côte d'Ivoire un grand pays agricole de par ses productions, ce pays d'Afrique de l'Ouest éprouve des difficultés à satisfaire ses besoins en protéines animales. La raison, la productivité de son cheptel est faible. Les importations des produits d'origine animale en dehors des œufs représentent entre 60 et 80% selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. La Côte d'Ivoire importe 84% de sa consommation en viande de porc, 83% en produits laitiers, 64% en viande de bœuf et 40% en viande de volaille. C'est dit que le déficit est énorme dans les différents secteurs d'élevage. Pour combler ce déficit, le gouvernement a initié plusieurs projets basés sur la recherche et le développement à travers les activités des ranches et stations. Les expériences effectuées sur les bœufs et les petits ruminants sont vulgarisées dans le monde paysan pour développer les différents types d'élevage. Dans cette dynamique, des efforts sont faits à la station laitière de Yamoussoukro pour combler les besoins en produits laitiers actuellement estimés à 83%. À partir des bœufs locaux, les chercheurs produisent des bœufs laitiers à travers l'insémination artificielle. Et comme on ne peut pas faire de l'élevage sans les plantes servant à la nourriture du bétail, le ministère des Ressources animales et halieutiques a renforcé les capacités de la station semencière de Yamoussoukro. L'objectif visé par le gouvernement, atteindre 60% de la couverture nationale des besoins en 2020 et augmenter le produit intérieur brut PIB de l'élevage à 6% contre 2% actuellement. Au niveau des ressources halieutiques, principalement le poisson, le gouvernement multiplie les actions pour couvrir le besoin national estimé à 300 000 tonnes par an. À ce niveau également, des recherches sont effectuées sur des mâchoirons, silures et des tilapias brésiliens, respectivement dans les stations d'alevinage de Jacquesville, d'Abou et à la station de recherche en pêche et aquaculture continentale du Centre national de recherche agronomique CNRA de Bouaké. Certainement que le Salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara d'Abidjan est l'occasion pour les autorités de nouer de nouveaux contacts avec des partenaires étrangers pour développer l'élevage dans toutes ses spéculations et permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en protéines animales et halieutiques. Le Sahara 2015, c'est aussi le secteur avicole. Les acteurs de ce secteur ont parlé coopération avec les opérateurs ivoiriens. On en sait plus avec Hervé Blé et Alida Zegui. Son 6e jour, le Salon de l'agriculture et des ressources animales l'a dédié à la filière avicole ivoirienne. Une filière performante avec un chiffre d'affaires de 240 milliards de francs CFA et une production d'environ 45 millions de tonnes de viande de volaille en 2014. Les acteurs de la filière sont d'avis qu'on peut mieux faire. Cette journée a donc été consacrée à la recherche de moyens pour un développement harmonieux. L'aviculture moderne se fait avec des moyens techniques pointus, avec des équipements pointus, et la plupart de ces équipements sont produits en Europe ou ailleurs dans les grands pays. Donc le Sahara est également l'occasion pour les aviculteurs de venir rencontrer les fournisseurs de matériel, les fournisseurs d'équipements. La collaboration est extrêmement importante, elle est très ancienne. J'invite vraiment tous les agriculteurs et les entreprises de ce pays qui veulent participer à ce développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire ivoirien à venir ici rencontrer les entreprises françaises qui sont présentes. Le ministre des Ressources animales et halieutiques se félicite de l'avancée notable de la Côte d'Ivoire vers l'autosuffisance en ressources avicoles. Pour lui, la coopération avec d'autres partenaires ne pourra que faire du bien à la filière. Je suis persuadé qu'elle aidera à approfondir la réflexion sur les stratégies idoines et les solutions pratiques pour répondre aux besoins spécifiques de développement de l'agriculture moderne.
Les opportunités qu'offre le secteur avicole en matière d'investissement, les nouvelles techniques de vaccination en aviculture sont quelques-unes des thématiques abordées au cours de cette journée dédiée à l'aviculture au Sahara. Rendez-vous a été pris pour l'organisation des 6e journées avicoles en 2016. Sachez que la première dame Dominique Ouattara va visiter les stands du Sahara demain. La problématique de l'accroissement de la productivité des entreprises grâce au numérique au cœur de la 2e journée de l'entreprise numérique, une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le reportage de Lansine Bakayoko, commenté par Hervé Bly. Si les technologies du numérique constituent un levier évident de croissance économique pour les entreprises privées, elles impliquent une réorganisation de certaines activités, notamment les contrats et la distribution. Ce sont les enjeux de la 2e journée de l'entreprise numérique d'Abidjan, dont le thème est l'entreprise numérique à défi pour une Afrique émergente. Ce thème traduit bien le fait que le patronat ivoirien a pleinement conscience de la nécessité pour chacun de nous, dirigeants d'entreprise, décideurs, d'entrer dans l'ère numérique. Les TIC induisent des changements de comportement radicaux dans nos manières de penser, d'agir, de gérer, et sont également catalyseurs d'innovation, facteurs de changement. Il s'agit de valoriser les avantages et opportunités du numérique pour l'entreprise, tout en rappelant les risques à éviter, les précautions à prendre et les bonnes pratiques à adopter. C'est aujourd'hui une question existentielle pour la Côte d'Ivoire et le continent. Il importait de créer l'environnement le plus propice au développement de ces technologies. Certains disent même que nos pays n'ont pas d'autre choix que de s'approprier ces TIC. C'est la seule façon pour nous de rattraper une part du retard que nous accusons, en particulier sur les pays européens. Au cours de cette 2e édition, ouverte en présence du ministre des Télécommunications et de l'économie numérique de Tunisie, Noman Ferry, on note une forte mobilisation des entreprises tunisiennes et françaises. En fait, dans le cadre du projet Ambition Afrique numérique, plusieurs accords commerciaux réguleront les relations entre les entreprises françaises et celles de l'Afrique. L'axe Abobo-Niaman sera bientôt ouvert à la circulation. Elle sera inaugurée samedi prochain par le président Ouattara. Longue de plus de 4 km, cette voie dessert au quotidien 500 000 usagers et relie des agglomérations peuplées de plus de 2 millions d'habitants. La voie Mohamed VI va contribuer à l'amélioration du cadre de vie et des conditions de transport dans les communes d'Abobo et d'Aniama. Le reportage de Hamza Diaby. Nous sommes ici sur l'axe Abobo-Anyama, ou plutôt ce qu'il en reste. Impraticable, c'est peu de le dire, et pourtant l'on doit s'y faire pour regagner domicile ou lieu de travail. Mais ça, c'était avant. Nous sommes en 2015 et l'émergence frappe déjà aux portes de la cité de la Kola. Le tronçon, 2 fois une voie, jadis poussiéreux, tout plein de crevasses, est digne d'un véritable parcours de combattant pour les usagers. Laisse place à une autoroute, la voie Mohamed VI. C'est une 2 fois 2 voies avec 7 mètres de largeur circulable de part et d'autre, un accotement de 1,80 m et au-delà de l'assainissement, on a des trottoirs pour les piétons d'1,50 m. Le projet, il y a une autre composante, c'est la voie d'accès à l'hôpital général d'Anyama. L'hôpital général de la ville, nous nous y sommes rendus. Nous y avons rencontré des parents de patients qui se souviennent encore de ce qu'ils ont enduré avant la réhabilitation. 15 ans que je suis à Nyama. Avant, la route était gâtée, mais maintenant, ça va. Avec les femmes enceintes, pour transporter les femmes enceintes jusqu'à l'hôpital, c'était un peu difficile. La route est bienvenue pour nous. Et voilà, les travaux sont bel et bien terminés. Loisir est maintenant donné aux automobilistes d'en profiter. La route, vraiment, avant, c'était dégradé mal même. Ça nous fatiguait beaucoup. Mais c'est moi d'aujourd'hui, vraiment, ça va très bien même. Avant, tu quittes Anyama, à Bobo Anyama, le minute que tu peux prendre, tu peux faire 1 heure de temps même. Mais aujourd'hui, tu quittes à Bobo, souvent dans 10 minutes, même si la voie est dégagée, dans 10 minutes, même tu es à Anyama. On est très très content, mais on voulait qu'ici, il peut faire une ville comme il a fait ici. On sera très très content.
Encore une doléance, le bitume à l'intérieur même de la ville. Certainement que le chef de l'État l'entendra et y donnera une suite favorable. D'ici là, Anyama retrouve peu à peu un nouvel aspect, un visage des plus reluisants. Le coût global du projet est de 9,8 milliards de francs CFA, cofinancé par la BOAD et l'État de Côte d'Ivoire. Une innovation sur cet axe, c'est l'expérimentation de l'énergie solaire. La voie Mohamed VI est donc prête à être livrée. La connexion est définitivement établie entre Anyama et Abidjan. Du carton dans la pâte d'arachide, une combinaison toxique pour les consommateurs. Pourtant, des commerçants rejettent en bloc cette façon de faire, mais le témoignage d'un meunier les contredit. Alors pourquoi ce mélange? Ami Sissoko nous éclaire là-dessus. Du riz, du foutou ou du thon à la sauce arachide. Des plats appétissants qu'affectionnent les populations. Ce n'est pas Ibrahim qui dira le contraire. Ce commerçant qui prend son déjeuner au restaurant de Mariamba, au marché Aris dans la commune d'Adjamé. Son plat préféré, le riz à la sauce arachide. Ça fait 3 ans que je mange chez la sauce arachide là, elle peut être propre. L'arachide est originaire du bassin amazonien, probablement du Brésil. Toutefois, il semblerait qu'elle était connue en Chine depuis au moins 100 000 ans. Ce pays est d'ailleurs le premier producteur mondial. En Côte d'Ivoire, elle est plus cultivée au nord. L'arachide se mange frais, torréfié ou bouilli. Elle a des vertus. Telles que tout ce qui est vitamine E, contient du zinc, contient tous les minéraux nécessaires, toutes les vitamines qu'il faut. Et ce qui est intéressant, c'est la vitamine E, qui a pour rôle tout ce qui est fertilité. Avec l'arachide torréfié et broyé, on obtient de l'huile, du beurre, de la confiserie ou de la pâte. Une pâte qui rentre dans la préparation de la sauce arachide. Cette pâte est vendue partout sur nos marchés. Cependant, sa qualité est mise en doute. Des consommateurs affirment qu'elle est frélatée, c'est-à-dire mélangée à des substances nocives. Souvent, les femmes mélangent des choses à pain sec là. Et puis les femmes prennent des choses à carton d'œufs là. Ils mélangent ça dedans. Si je veux manger arachide là, c'est ma femme même qui s'en a écrasé. Parce qu'il y a aussi, on dit, on mélange dans le marché, tout ça, tu as vu, dans la côte de ça, ils n'aiment pas. Ils peuvent pour faire pour moi-même. Pour d'autres, cela est impossible. Aminata, par exemple, est vendeuse de pâte d'arachide. Selon elle, il n'y a aucun mélange. Les gens racontent qu'on mélange du carton dans l'arachide. C'est pas vrai. Je n'ai jamais vu cela. Si tu mélanges, les clients ne reviendront plus. Même son de cloche chez ces dames. Arachide, on ne mélange pas. De la manière, il a beaucoup de qualités. Là. Arachide a beaucoup de grains. Il y a arachide du Mali, il y a pour Burkina, il y a pour Niger, il y a pour la Côte d'Ivoire. Il y a des arachides, quand on fait la pâte là, quand tu prépares là, ça mousse. Ça fait comme grain de pomme là. Ça ne bout pas encore, mais ça devient lourd. Ces grains là, ça y a pas. Et puis il y a les bons grains. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils disent qu'on mélange arachide. On mélange pas. Il y a beaucoup de qualités. Ça fait 2 ans que je prends arachide avec eux. Parce que c'est bon, c'est pas mélangé, c'est bien propre. Quand je vais là, ça ne dit pas, il vient reprendre encore. Mais il est possible de faire la différence entre la pâte d'arachide dénaturée et la pâte naturelle. Pâte d'arachide, quand c'est mélangé, l'huile ne sort pas. C'est-à-dire quand je commence, je mets un peu d'eau, je remue jusqu'à ce que l'huile sorte. Ça, c'est arachide, quand ce n'est pas mélangé, ça boue, ça ne verse pas. Et puis c'est doux, il y a huile dedans. Et puis quand ça cuit, là, ça sent, c'est une bonne odeur. Après plusieurs mois d'enquête sur la pâte d'arachide, nous avons découvert effectivement que les cacahuètes sont broyées avec du carton imbibé d'eau pour en faire de la pâte. Une pâte écoulée sur les marchés. La pratique a lieu dans des marchés après la fermeture. Cette dame, dérangée, a déjà été témoin de ce trafic. À Djamé, vers le forum, derrière les rails, et j'ai vu les femmes qui écrasent l'arachide, un carton dans un gros fruit. Elles ont pris le carton pour mélanger avec l'arachide. Donc c'est ce qui a fait que j'ai décidé moi-même de faire ma pâte d'arachide dans la maison. Voici ce que je viens d'écraser. Je vais renverser, vous allez voir en bas. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de sable. Voici ce que j'ai payé au marché. Là, vous voyez qu'en bas, il y a du sable. Après plusieurs tractations avec un moulinier, ancien adepte de cette pratique, il a accepté de nous expliquer la supercherie, mais à visage couvert.
C'est les femmes même qui viennent avec mouiller et puis ils font ça en poutre. Vous envoyez, il y a d'autres qui mettent farine dedans, il y a d'autres qui mettent maïs grillé. Bon, pour faire ça poutre, pour mettre dans l'arachide. Une fois tu mets dans la machine, tu broyes avec ça comme ça. Ça se passe partout. Partout en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui. C'est un moment même qui nous donne les maladies. À la direction de l'hygiène, l'existence de ce procédé est bien connue. Ce que nous pouvons faire, c'est déjà d'informer la population, sensibiliser la population. On pourrait faire un peu de chasse. C'est un peu plus difficile parce que c'est fait dans des arrière-cours et c'est le produit qui sort. Du côté des nutritionnistes, on crie au danger. C'est très dangereux de mélanger la pâte d'arachide au carton qui va causer des problèmes de digestion et surtout au niveau du foie. Conséquences, cirrhose, gastrique, colopathie, diarrhée, etc. La pâte d'arachide mélangée au carton n'est pas un phénomène isolé. On trouve également du sel mélangé avec du bicarbonate de sodium, du colorant dans l'huile rouge et de la peau d'igname séchée mélangée au gombo sec. La liste des produits mélangés est longue. Objectif visé, la recherche du profit. Gagner plus d'argent, une ambition dangereuse pour la santé. Le MFA lance son premier congrès extraordinaire le 12 avril prochain au Golf Hotel d'Abidjan. Le président du comité d'organisation nous situe sur les enjeux de la rencontre. Le reportage de Maï Sako. Le mouvement des forces d'avenir appelle ses militants et sympathisants à se tenir prêts et mobilisés. Le parti tiendra ce dimanche 12 avril son premier congrès extraordinaire. Une rencontre qu'il entend mettre à profit pour établir le bilan de ses activités, corriger ses erreurs en vue de se donner un nouvel élan. À ce congrès, nous allons, dans un premier temps, réaffirmer notre appartenance à l'alliance RHDP. Nous allons soutenir l'appel de Daoukro. Le président du MFA étant suspendu, nous allons demander au Congrès 6 s'il y a lieu de lever la suspension ou s'il y a lieu de passer à une élection pour mettre à la tête du MFA un nouveau président. Nous allons mettre encore à nouveau les tests et statuts du MFA sortis du deuxième congrès comme décidés ou comme adoptés par le Congrès 6. Le premier congrès extraordinaire du MFA va se tenir autour du thème « Mouvement des forces d'avenir d'hier à aujourd'hui, enjeux et perspectives pour un départ nouveau ». Et puis la première édition du Festival international de reggae d'Abidjan, dénommé Abi-Reggae, s'est déroulée aujourd'hui au Palais de la Culture. Objectif, créer un pont culturel entre la Jamaïque et l'Afrique. Écoutons du reggae avec Issa Yeo et Abou Sanogo. Ça y est, Abidjan, capitale mondiale du reggae depuis ce matin. Le Festival international de reggae d'Abidjan dénommé Abi-Reggae a démarré au Palais de la Culture de Trècheville. Pendant 4 jours, le reggae sera le trait d'union entre mélomanes et intellectuels à travers colloques et concerts avec des artistes de renom. Alpha Blondy, Kimani Marley, Moukta Baruka, Kajim, Ismaël Isaac. L'objectif d'Abi-Reggae, faire de la Côte d'Ivoire une destination reggae. Au cœur de cette ambiance, la célébration de la fraternité et l'acceptation de l'identité noire. Ce festival est un don de Dieu. La Côte d'Ivoire est considérée comme la capitale du continent africain. C'est le seul pays aujourd'hui qui regorge presque toutes les ressortissants africains. Tout le monde sait qu'ici en Côte d'Ivoire, nous avons de très très grands faiseurs de musique reggae, mais on n'avait pas encore un festival de ce genre. Donc c'est bienvenu. Et c'est avec plaisir que nous participons. Abi-Reggae est l'occasion de créer des liens entre des continents et de célébrer une musique. Le reggae selon les autorités. Son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, le Dr Alassane Ouattara, m'a non seulement autorisé à organiser ce festival, mais il a fait l'honneur au comité d'organisation et aux participants et à moi-même en acquérant le premier ticket de ce festival international de reggae de la ville d'Abidjan. C'est pourquoi, en votre nom à tous et à mon nom propre, je voudrais lui dire un grand merci. Le reggae, faut-il le dire, est une musique de la mémoire, de l'histoire, de l'odyssée de l'homme au noir, de son parcours des ténèbres à la lumière. Nous sommes heureux qu'après la Jamaïque,
terre qui a vu naître cette musique, d'accueillir à Abidjan ce festival que nous voulons voir grandir. L'enjeu principal de la première édition du Festival international d'Abi Reggae est de rappeler à nos mémoires que le reggae a redonné confiance et espoir au peuple par l'écriture musicale de la liberté et de la participation à la construction du monde en commun d'aujourd'hui. Bob Marley ne disait-il pas à ce propos: nous venons de Trench Town pour libérer les hommes par la musique. Autrement dit, le reggae, musique de libération, est un univers musical plein de générosité. C'est cette générosité que nous devons partager tout au long de cette semaine par la grâce de Dieu. Le Festival international de reggae prendra fin le dimanche 12 avril au Palais de la Culture de Trècheville. C'est sur ces notes que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.